Mon nom est Dr. Henri Albuquerque. Je suis médecin depuis plus de 10 ans, spécialisé en chirurgie générale et en soins intensifs. Durant ce temps, j'ai vécu des expériences qui ont façonné non seulement ma carrière, mais aussi ma manière de voir la vie. À l'intérieur d'un hôpital, je me suis retrouvé dans des situations qui exigeaient des décisions en une fraction de seconde, qui mettaient à l'épreuve mes limites physiques et émotionnelles, et qui m'ont appris que, aussi avancée que soit la médecine, nous n'avons pas toujours toutes les réponses. Je ne vais pas m'étendre sur mes titres ou mon curriculum. Ce que je veux que vous sachiez est simple. J'ai vécu de près des moments où la science semblait impuissante. Et c'est précisément dans ces moments-là que quelque chose d'inexplicable se produisait sous mes yeux. Quelque chose qui, même des années plus tard, résonne encore en moi. Je pourrais appeler cela le hasard, la coïncidence. Mais, dans certaines situations, le seul mot qui convient est miracle. Quand j'ai décidé de devenir médecin, je croyais que l'étude, la technique et le dévouement suffisaient pour gagner n'importe quel combat contre la mort. Mais j'ai vite compris que la vie ne suit pas de manuel, de protocole ou de prévision mathématique. Parfois, la médecine atteint une limite qu'elle ne peut franchir, et c'est là qu'une autre force, mystérieuse, imprévisible et puissante, entre en scène. Ce que je vais partager ici n'est pas une fiction, ce n'est pas une exagération pour retenir votre attention. C'est une histoire réelle qui s'est déroulée dans une unité de soins intensifs avec tous les éléments que vous pouvez imaginer. Des moniteurs déclenchant des alarmes, des infirmiers courant contre le temps, des familles attendant des nouvelles le cœur serré. Et au milieu de ce scénario de tension, nous avons été surpris par quelque chose qui a complètement changé le cours de cette nuit. Je n'ai jamais oublié cette histoire parce qu'elle m'a enseigné une leçon qui dépasse tout savoir scientifique. La vie ne rentre pas dans des formules toutes faites. Elle est pleine de mystères qui défient même les professionnels les plus expérimentés. Et quand nous sommes témoins d'un tel événement, non seulement en tant que médecins, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes obligés de reconnaître qu'il existe une limite à ce que nous pouvons expliquer. Ce souvenir m'accompagne comme une marque. Chaque fois que j'entre dans une salle d'opération ou dans une unité de soins intensifs, je me rappelle de cet épisode. Il me rappelle que, aussi puissante que soit la science, il y aura toujours quelque chose au-delà d'elle, quelque chose qui touche le cœur, qui ébranle la foi et qui nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout. Aujourd'hui, je veux partager cette histoire avec vous, non seulement pour montrer la gravité de ce que nous avons vécu cette nuit-là, mais aussi pour transmettre de l'espoir. Parce que, dans un monde où tant de gens ont déjà perdu la foi, des histoires comme celle-ci peuvent être une flamme de lumière, une preuve que l'inattendu peut arriver quand on s'y attend le moins. Je veux vous remercier dès maintenant d'être ici avec moi. Le simple fait que vous ayez accordé quelques minutes de votre attention transforme déjà ce moment en quelque chose de spécial. Et je vous le promets, ce que vous allez entendre n'est pas seulement un récit clinique, c'est un morceau de ma vie, un souvenir qui n'a jamais quitté mon esprit. Alors, préparez-vous, car cette histoire commence avec la science déclarant qu'il n'y avait plus rien à faire, mais elle se termine avec un dénouement qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Cette nuit-là avait commencé comme tant d'autres dans un service de soins intensifs de garde, mais elle a rapidement pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. L'ambiance était lourde. Les moniteurs déclenchaient des alarmes incessantes. Chaque seconde semblait un coup porté contre le temps, et l'équipe se mouvait déjà en pilote automatique, comme des soldats dans une guerre silencieuse. Mais, au fond, nous savions tous, nous étions en train de perdre la bataille. C'est alors que j'ai entendu la phrase qui résonne encore dans mon esprit. C'est inutile de continuer. Ces mots ne venaient pas d'une personne inexpérimentée, mais d'un collègue avec des décennies de pratique, un professionnel habitué à lutter jusqu'au dernier instant. Quand il a dit cela, le silence a envahi la salle pendant un bref instant. C'était comme si tout le monde s'était arrêté pour absorber la dureté de la réalité. La science avait abandonné. Maintenant, laissez-moi ouvrir mon cœur avec vous qui regardez. Ce type de moment change complètement la façon dont nous voyons la vie. Car là, entre le bruit des appareils et les regards chargés de fatigue, il semblait qu'il n'y avait plus rien à faire. C'était la fin. Ou, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de ce récit. Ce qui s'est passé après cet instant a ébranlé mes convictions les plus profondes de médecin. Quelque chose qu'aucune explication scientifique n'a été capable de justifier. C'est à partir de là qu'une histoire impossible a commencé à se dessiner sous nos yeux.
Et avant de continuer avec les détails, je vais vous demander une seule chose. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et écrivez dans les commentaires la phrase « Je crois au miracle ». C'est essentiel. J'ai besoin d'au moins 100 commentaires pour que YouTube diffuse cette vidéo à davantage de personnes, car des histoires comme celle-ci peuvent raviver l'espérance chez ceux qui sont fatigués de lutter. Maintenant que vous l'avez fait, retournons dans l'unité de soins intensifs. Le patient de cette nuit-là, que j'appellerai Monsieur Augusto, était au bord du gouffre. Les signes vitaux s'effondraient, chaque manœuvre semblait insuffisante, et la tension entre les professionnels était presque palpable. D'un côté, il y avait la froideur des chiffres, montrant que la vie s'éteignait. De l'autre, il y avait quelque chose de plus, un silence étrange, presque comme si la salle elle-même attendait un dénouement inattendu. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des infirmiers les larmes aux yeux, respirant profondément pour garder leur calme. À l'extérieur, la famille attendait, sans savoir qu'à ce moment précis, nous parlions déjà de fin entre nous, médecins. C'était le genre de situation qui se répète dans les hôpitaux du monde entier, mais qui laisse toujours des cicatrices invisibles chez ceux qui en sont témoins. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose a brisé ce cycle. Quelque chose s'est produit exactement au moment où tout le monde avait abandonné. Je ne vais pas encore révéler ce que c'était, car pour comprendre la force de cet événement, il faut ressentir le chemin qui y a conduit. Il faut saisir la douleur, le désespoir et le vide qui régnait dans cette salle avant l'inattendu. Ce n'est qu'ainsi que vous verrez la grandeur de ce que nous avons vécu. Et je vous assure, chaque détail en vaut la peine. Le patient de cette nuit-là était un homme de 62 ans, que j'appellerai ici Monsieur Augusto. Il était arrivé aux soins intensifs dans un état critique, après une complication soudaine due à une infection généralisée. À l'extérieur de la salle, son épouse et ses 2 enfants attendaient, anxieux et pleins d'espoir, mais aussi dévastés par la peur. Je n'oublierai jamais les yeux de cette femme. C'étaient des yeux qui réclamaient des réponses, qui imploraient une chance, même lorsque les chiffres nous montraient déjà que la situation était presque irréversible. Monsieur Augusto n'était pas seulement un lit de plus dans une salle remplie d'appareils. Il avait une vie, une histoire. C'était un maçon retraité, connu dans le quartier pour toujours aider les autres, et il avait passé sa vie entière à subvenir aux besoins de sa famille avec effort et dignité. Ses enfants, adultes, parlaient avec fierté de la façon dont leur père n'avait jamais laissé manquer quoi que ce soit, même dans les périodes les plus difficiles. Son épouse m'a raconté rapidement que, la semaine précédant son hospitalisation, il insistait encore pour réparer de petits travaux dans la maison, disant qu'il ne pouvait pas s'arrêter, parce que s'il s'arrêtait, il rouillerait. Ces détails peuvent paraître insignifiants, mais pour quelqu'un au seuil de la mort, chaque souvenir devient un cri d'humanité. Et c'est cela que nous, médecins, ressentons dans une unité de soins intensifs. Nous ne traitons pas seulement des organes défaillants, mais des vies entières qui risquent de s'éteindre dans le silence. Cette nuit-là, le tableau clinique de M. Augusto était désespérant. La tension artérielle chutait, les reins ne répondaient plus, et la respiration ne se maintenait que grâce au soutien des appareils. Nous avions tout tenté selon la science. Antibiotiques de dernière génération, drogues vasoactives, protocole de réanimation, réglage du respirateur. Mais rien n'apportait de stabilité. C'était comme essayer de retenir du sable qui glisse entre les doigts. Et, malgré toute la gravité, il y avait en lui quelque chose qui attirait l'attention, une résistance silencieuse. Le corps défaillait, mais une expression sur son visage, même inconscient, semblait dire « Je n'ai pas encore terminé ». Cette perception n'est pas scientifique. Je le sais. Mais c'est quelque chose que médecins et infirmiers ressentent chez certains patients, comme si la volonté de vivre dépassait les limites physiologiques. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'épouse serrait un chapelet entre ses mains. Je l'ai vu plus d'une fois murmurer des prières, les lèvres tremblantes. Le fils aîné marchait d'un côté à l'autre, visiblement révolté, répétant que cela ne pouvait pas arriver à son père. La plus jeune fille restait assise, immobile, les larmes, silencieuses coulant sur son visage. Chacun affrontait la souffrance à sa manière, mais tous partageaient le même désespoir, la possibilité réelle de perdre celui qu'ils aimaient. Ce mélange de science et d'humanité est ce qui rend l'unité de soins intensifs si unique. À l'intérieur de la salle, nous parlons en termes techniques, de doses, de protocoles,
À l'extérieur, ce que l'on entend, ce sont des supplications, des promesses, de la foi et de l'espérance. Et, d'une certaine façon, ces deux mondes se rejoignent, même sans en avoir conscience. Cette nuit-là, pour moi, fut la synthèse de cette rencontre. D'un côté, nous, médecins, admettant en silence qu'il n'y avait plus grand-chose à offrir. De l'autre, une famille qui refusait d'abandonner. Et, au milieu, un patient dont la vie semblait suspendue à un fil invisible. C'est dans ce contexte que fut prononcée la phrase « C'est inutile de continuer ». Un verdict lourd, presque comme un certificat de défaite. Mais au cœur de cette salle, quelque chose battait encore. Quelque chose qui, aussi improbable que cela puisse paraître, semblait insister pour rester en vie. Je savais que nous étions face à un de ces moments qui marquent à jamais. Et c'est là que j'ai compris. Si quelque chose d'extraordinaire devait arriver, ce serait à cette frontière ténue entre science et foi, entre abandon et persévérance. L'horloge indiquait un peu après 2 heures du matin lorsque la situation de M. Augusto atteignit un point critique. Le moniteur cardiaque commença à déclencher des alarmes en série, et la fréquence des bips emplit la salle d'un son angoissant. La ligne verte, qui jusque-là tremblait de manière irrégulière, commença à osciller dangereusement, presque comme un présage de ce qui allait arriver. Chaque regard dans l'unité de soins intensifs exprimait la même chose. Nous étions au bord de la limite. La pression artérielle avait chuté à des niveaux incompatibles avec la vie. L'oxygène dans le sang baissait, même avec le respirateur réglé au maximum. Les drogues vasoactives que nous utilisions n'avaient plus d'effet. Le corps, épuisé, semblait se rendre. C'est à ce moment que j'ai entendu à nouveau mon collègue répéter, presque comme un soupir étouffé, « C'est inutile de continuer ». C'était la sentence qu'aucun médecin n'aime prononcer, mais que tous, à un moment de leur carrière, finissent par dire ou entendre. Le silence qui suivit fut dévastateur. L'équipe était épuisée, émotionnellement vidée, et certains commençaient déjà à préparer les protocoles qui suivent lorsque l'issue est inévitable. Je regardais le corps de M. Augusto et je ressentais un mélange de frustration et d'impuissance. La médecine, avec toute sa sophistication, ne semblait être qu'un château de sable face à la marée montante. Là se trouvaient des années de savoir, des appareils de dernière génération, des médicaments puissants. Et pourtant, rien ne paraissait capable de retenir la vie qui s'échappait devant nous. La scène était déchirante. Des infirmiers courant pour ajuster câbles et sondes, l'anesthésiste en sueur vérifiant la ventilation, et moi, les mains tremblantes, révisant pour la 1000e fois les protocoles déjà appliqués. Il n'y avait pas d'erreur technique, pas de négligence. Il n'y avait qu'un corps qui disait « Je suis fatigué ». À l'extérieur, la famille n'avait aucune idée de la gravité de ce qui se passait à cet instant précis. Ils n'entendaient pas l'excès. Alarme, ne voyaient-ils pas la ligne du moniteur presque s'éteindre. Mais nous, à l'intérieur, ressentions chaque seconde comme une éternité. C'était comme être dans une pièce où l'air était devenu plus dense, suffocant, chargé d'une tension qu'aucun mot ne pouvait décrire. Et c'est dans ces moments que le temps semble perdre son rythme. Quelques minutes paraissent des heures. Vous regardez l'horloge et vous n'arrivez pas à croire que l'aiguille a si peu bougé. Pendant ce temps, dans la tête de chaque professionnel présent, défilait un tourbillon de pensées. Que pouvons-nous encore faire? Existe-t-il une manœuvre oubliée? Un détail que nous n'avons pas vu? Ou bien est-il vraiment temps d'accepter l'inévitable? La crise atteignit son paroxysme lorsque le cœur de M. Augusto entra en arythmie sévère. Le tracé sur le moniteur montrait une danse chaotique, imprévisible, de plus en plus proche de la ligne droite que nous redoutons tous. L'équipe se prépara à commencer les compressions. Le chariot d'urgence était déjà ouvert et le défibrillateur prêt. Chargé à 200 joules, ai-je ordonné, même en sachant que les chances de réponse étaient minimes. Les palettes furent posées sur la poitrine du patient, le choc fut délivré, le corps a tremblé, et rien. Nous avons essayé à nouveau. Un autre choc, une autre tentative de compression. La sueur coulait sur le visage de tous. La respiration était lourde, l'effort physique et émotionnel se mêlaient dans une scène de lutte désespérée. Et, malgré tout, la réponse ne venait pas. C'est à ce point que la réalité s'impose brutalement. Vous regardez le patient et vous comprenez que vous êtes peut-être face au dernier souffle. La science n'a plus de cartes à jouer. Il ne reste ni formule secrète, ni technique miraculeuse. C'est l'affrontement nu et cru avec la mort. Je sentais le poids de cette bataille m'échapper des mains.
Une partie de moi, en tant que médecin, refusait d'abandonner, mais une autre partie, en tant qu'être humain, commençait à accepter que nous étions en train de perdre. La crise avait atteint son extrême. Ce qu'il restait était presque rien. Et c'est précisément à cette limite, dans cet abîme entre l'abandon et la persistance, que quelque chose d'absolument inattendu a commencé à se produire. Au plus fort de la crise, quand il n'y avait plus rien à tenter, la salle de soins intensifs plongea dans un silence étrange. Les moniteurs, qui auparavant explosaient en alarme, semblaient marquer le rythme de la défaite. La ligne verte de l'électrocardiogramme oscillait de plus en plus faiblement, menaçant de devenir un trait droit, froid et définitif. Je me souviens d'avoir regardé autour de moi et d'avoir vu des visages abattus, des infirmiers retenant leurs larmes, des médecins avec le poids de la frustration dans les yeux. C'était le portrait brut de l'impuissance. C'est alors que quelque chose d'absolument inattendu s'est produit. Alors que nous nous préparions à déclarer le décès, une sensation différente s'est emparée de l'environnement. Il n'y avait aucune explication logique. L'air, qui paraissait auparavant lourd et suffocant, devint étrange, presque léger. Je n'étais pas le seul à le ressentir. Plus tard, d'autres collègues me confièrent avoir eu la même impression. C'était comme si une présence invisible avait rempli l'espace, imposant son silence face à la mort qui semblait certaine. Je m'approchai du lit, sans beaucoup d'espoir, lorsque je remarquai quelque chose qui me fit me figer. Le tracé du moniteur qui se dirigeait vers la ligne droite eut un petit sursaut, une variation presque imperceptible mais suffisante pour capter l'attention de toute l'équipe. « Vous avez vu ça ?» demandai-je, la voix tremblante. Certains confirmèrent de la tête, d'autres ne savaient ou pas s'ils avaient réellement vu ou si c'était une défaillance de l'appareil. Mais, peu après, cela se reproduisit. Un signal, une réponse. Le cœur, qui avait déjà abandonné, commença, de façon inexplicable, à reprendre un rythme. Ce n'était pas seulement une activité électrique résiduelle, comme j'en avais déjà vu tant de fois. C'était un retour progressif, constant, contre toute probabilité. Le corps de M. Augusto réagissait, défiant toutes les prévisions médicales. Le plus impressionnant, c'est qu'instants plus tôt, nous avions tenté toutes les ressources possibles. Rien n'avait fonctionné. Mais maintenant, alors que nous ne faisions rien d'autre qu'observer, la vie commençait à se manifester d'elle-même. C'était comme si quelque chose, plus grand que nous, plus grand que la médecine elle-même, avait décidé d'intervenir. Le moniteur reprit un rythme fort, non pas les alarmes d'échec, mais les signes d'un cœur qui se réorganisait. La tension, qui était indétectable, commença lentement à remonter. L'oxymètre enregistra des niveaux acceptables d'oxygène. Les larmes, qui auparavant coulaient de frustration, jaillirent maintenant d'incrédulité. Personne ne dit un mot. Il n'y avait pas d'explication, seulement du silence. Un silence respectueux, presque sacré, comme si tout le monde avait conscience que nous étions en présence de quelque chose d'extraordinaire. Moi, qui avais tant de fois assisté à des fins sans retour, je sentis un frisson parcourir tout mon corps. Ce n'était ni la froideur de la science, ni la chaleur de l'émotion. C'était autre chose d'indescriptible. J'étais face à un événement qui échappait complètement à la logique médicale. Monsieur Augusto, quelques minutes auparavant considéré comme perdu, respirait désormais. Il dépendait encore des appareils, il était encore fragile, mais la vie était revenue. Pas grâce à nous, pas grâce au protocole, mais grâce à une force que personne d'entre nous n'a su nommer. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Peu importe combien de savoir nous accumulons, il existe des circonstances qui ne seront jamais expliquées uniquement par la science. Là, dans cette unité de soins intensifs, tous, médecins, infirmiers, techniciens, avons ressenti la même chose. Nous étions devant un miracle. Et le plus frappant, c'est que cela ne s'est pas produit dans un temple ni dans un lieu mystique. Cela s'est produit au cœur froid et rationnel d'un hôpital, entouré de machines et de formules, où la foi est généralement remplacée par des statistiques. Et pourtant, il était impossible de nier ce que nous venions de vivre. Après tout ce que nous avions vu, cette nuit-là, la salle resta silencieuse quelques minutes. C'était comme si personne n'osait briser ce moment sacré. Le son des moniteurs, qui peu de temps auparavant était un rappel cruel de la défaite imminente, se transforma en musique. Chaque battement, chaque chiffre qui remontait, était un signe que quelque chose de plus grand s'était produit sous nos yeux. Je l'avoue, même après des années d'expérience en soins intensifs, je ne savais pas quoi dire.
La médecine m'a appris à chercher des causes, à justifier des phénomènes, à trouver une logique même dans les événements les plus improbables. Mais là, devant la récupération soudaine et inexpliquée de M. Augusto, il n'y avait ni protocole, ni article scientifique, ni explication rationnelle qui suffisent. Et c'est précisément là que la profession de médecin se mélange à quelque chose de plus grand, parce que la science est grandiose, mais elle n'est pas absolue. Nous, professionnels de santé, sommes formés pour croire aux chiffres, aux statistiques, aux graphiques. Pourtant, lorsque nous assistons à quelque chose qui échappe à toutes ces références, nous sommes obligés d'admettre qu'il existe des forces invisibles qui ne peuvent pas être mesurées. À cet instant, je ne me voyais plus seulement comme médecin, mais comme être humain. J'ai pensé à l'épouse, qui priait sans cesse dehors. J'ai pensé aux enfants, qui s'accrochaient à l'espoir même lorsque nous parlions déjà de faim. J'ai pensé à M. Augusto lui-même, qui avait peut-être trouvé en lui une force que même les meilleurs appareils n'auraient pas pu enregistrer. C'est alors que j'ai compris quelque chose de profond. Bien souvent, la foi de la famille, la force intérieure du patient et une énergie inexplicable s'unissent pour défier tout ce que nous croyons savoir. Ce n'est pas une faiblesse que de l'admettre. Au contraire, c'est de l'humilité. C'est reconnaître que, malgré toute la préparation, le médecin n'est lui aussi qu'un témoin face au mystère que la vie nous présente. Et je veux partager cette réflexion directement avec vous, qui m'écoutez maintenant. Peut-être avez-vous déjà traversé des situations où tout semblait perdu. Peut-être avez-vous entendu des paroles dures, des diagnostics définitifs, ou peut-être vous êtes-vous même senti seul face à la douleur. Je veux vous dire, ne sous-estimez jamais la capacité de l'inattendu. Ne fermez jamais la porte à l'improbable. Parce que, s'il y a une chose que j'ai apprise cette nuit-là, c'est que la vie peut toujours nous surprendre. Monsieur Augusto n'a pas seulement survécu à cette nuit, il a entamé une récupération lente mais ferme dans les jours suivants. Chaque examen, chaque amélioration clinique était un rappel constant que l'issue n'est pas toujours entre nos mains. Et, au fond, tous ceux qui étaient y présents savaient, nous avions assisté à quelque chose qui dépassait les limites de la science. Cette histoire n'est pas une invitation à abandonner la médecine ou à ignorer le savoir. Bien au contraire, c'est un rappel que la science et la foi ne sont pas ennemies. Elles peuvent coexister, se compléter et parfois se rencontrer dans la même salle d'hôpital. Moi, en tant que médecin, je continue à croire en l'importance de l'étude, du dévouement et de la technologie. Mais j'ai aussi appris à respecter ce qui ne peut être mesuré, ce qui arrive simplement et qui transforme. Et c'est précisément pour cela que j'ai décidé de vous raconter ce témoignage. Parce que, peut-être, en écoutant cette histoire, vous vous souviendrez aussi qu'il existe de l'espérance, que la vie peut se renouveler quand tout semble perdu, et, surtout, que l'impossible peut devenir réel, même lorsque toutes les voix disent le contraire. Les heures qui suivirent cette nuit furent une véritable épreuve pour nous tous. Monsieur Augusto, qui quelques minutes auparavant avait été pratiquement déclaré sans vie, présentait désormais des signes stables. Ses paramètres restaient fragiles, mais chaque nouvel examen montrait une légère amélioration, et, dans une unité de soins intensifs, chaque détail compte. Je me souviens de la première fois où je suis sorti de la salle pour parler à la famille. L'épouse était encore au même endroit, tenant son chapelet serré dans ses mains, comme s'il faisait partie de son corps. Quand je me suis approché, elle leva vers moi des yeux rougis par les larmes. Elle s'attendait clairement à entendre le pire. Mais, pour la première fois de la nuit, j'ai pu donner une nouvelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il a répondu, « Le cœur a recommencé à battre de façon stable. Il est encore trop tôt pour parler de guérison, mais il est vivant. » Sa réaction fut instantanée. Les larmes, jusque-là de douleur, se transformèrent en sanglots de soulagement. Les enfants l'entourèrent d'un élan, et dans ce couloir d'hôpital, qui tant de fois avait été le théâtre de nouvelles dévastatrices, se répandit une sensation différente. L'espérance. Dans les jours suivants, l'évolution fut lente mais constante. Monsieur Augusto resta intubé quelque temps, mais il ne dépendait plus de doses massives de médicaments. Petit à petit, les signes vitaux se maintinrent sans fluctuation critique. Chaque service infirmier enregistrait de petites victoires, une tension stable, une saturation adéquate, une discrète réponse aux stimuli. Et pour nous, qui avions vu sa chute brutale, chaque petit progrès paraissait un cadeau. Il n'y avait pas d'explication scientifique suffisante pour justifier un tel retournement. Bien sûr, on pouvait l'attribuer à une réponse tardive d'un médicament,
au hasard physiologique. Mais, au fond, nous savions tous que c'était autre chose. Ce qui m'a le plus marqué fut le moment où, après plusieurs jours de lutte, nous avons pu réduire la sédation et M. Augusto a ouvert les yeux. Il m'a regardé et, même avec une voix faible et rauque, a murmuré « Je vous ai entendu, mais ce n'était pas mon heure ». Cette phrase traversa mon cœur comme un éclair. Combien de fois avais-je déjà entendu des patients dire quelque chose de semblable, des histoires de perceptions inexpliquées, des souvenirs vécus alors qu'ils étaient inconscients, comme si une partie d'eux-mêmes était restée présente, consciente, même quand la science affirmait le contraire. La famille, en le retrouvant éveillé, vécut l'un des moments les plus émouvants que j'ai jamais vus. L'étreinte de son épouse, mêlée de larmes et de rires à la fois, était la preuve que sa foi ne s'était jamais éteinte, même lorsque nous, médecins, avions déjà baissé les bras. Et ce ne furent pas seulement eux qui furent transformés. L'équipe aussi changea. Je me souviens d'avoir parlé avec des collègues quelques jours plus tard et d'avoir entendu des confessions inattendues, des infirmiers disant qu'ils recommençaient à croire à des choses qu'ils appelaient auparavant « superstitions », de jeunes médecins admettant que la médecine, malgré sa grandeur, n'avait pas toutes les réponses. Ce cas devint une sorte de tournant dans notre hôpital. Il fut discuté en réunion clinique, consigné dans les dossiers, mais aussi évoqué dans les couloirs, dans les conversations les plus intimes, parce qu'au milieu de la dureté de la routine hospitalière, il avait été comme une étincelle d'espérance qui ralluma quelque chose en chacun de nous. Et moi, en tant que médecin, j'ai appris quelque chose que je n'ai jamais oublié. Aussi loin que progresse la science, il y aura toujours une place pour l'inexplicable. Monsieur Augusto continua de se rétablir jour après jour. Il n'était plus seulement un patient dans un lit. Il était le symbole vivant que l'improbable peut se produire. Avec le temps, tandis que M. Augusto reprenait des forces, quelque chose d'aussi profond se produisait hors du lit. Une transformation silencieuse au sein de l'équipe médicale et infirmière qui avait été témoin de l'impossible cette nuit-là. Ce n'était pas seulement un cas clinique ayant surpris positivement, c'était quelque chose qui avait laissé une marque dans le cœur de chaque professionnel présent. Des infirmiers chevronnés, habitués à faire face aux pertes et à garder une posture ferme face à la douleur, commencèrent à partager entre eux des sentiments rarement exprimés à voix haute. Certains d'avouèrent qu'en voyant la récupération soudaine, ils avaient eu l'impression qu'une force invisible avait traversé la salle. D'autres, qui, auparavant, ne croyaient qu'à la technique, admiraient désormais la possibilité de quelque chose au-delà de la science. Il y eut un moment où l'une des infirmières les plus anciennes, connue pour sa discipline rigide et sa froideur professionnelle, s'approcha de moi dans le couloir. Les yeux embués, elle dit « Docteur, je n'ai jamais cru à rien qui ne se trouvait pas dans les livres. Mais cette nuit-là, j'ai senti que nous n'étions pas seuls. » Cette phrase resta gravée dans mon esprit, parce qu'elle n'était pas la seule. Moi aussi, je l'avais ressentie. La différence est que, en tant que médecin, j'avais passé des années à essayer d'étouffer ce genre de perception, en privilégiant toujours la logique et la raison. Mais la vérité est qu'il y avait dans cette expérience quelque chose qui échappait totalement à toute tentative d'explication. L'impact ne se limita pas à l'équipe. Le cas de M. Augusto commença à être commenté dans les couloirs de l'hôpital. D'autres professionnels, qui n'avaient même pas été présents cette nuit-là, venaient me voir pour écouter le récit. C'était comme si tous cherchaient un souffle d'espérance au milieu de tant d'histoires de douleur et d'adieu. Et, d'une certaine façon, cet épisode ralluma la flamme de l'humanité en chacun de nous. Mais le plus grand impact, sans aucun doute, fut en moi. Pendant des années, j'avais été façonné par la science, par l'objectivité, par le raisonnement clinique. Chaque décision devait avoir une base solide, chaque conduite devait être justifiée par des protocoles. Et je continue à y croire. Mais, après cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais pas ignorer les choses qui se produisent en dehors de nos statistiques. Je me souviens être rentré chez moi, épuisé après le service, incapable de dormir. Je restais des heures assis dans le salon, en silence, revivant chaque seconde. La phrase de mon collègue « C'est inutile de continuer » résonnait encore en moi, mais désormais avec un sens complètement différent. Car, lorsque tout le monde avait abandonné, quelque chose s'était produit, et c'est précisément dans ce quelque chose que j'ai compris que la vie recèle des mystères que nous ne pourrons jamais déchiffrer entièrement. J'ai commencé à regarder différemment chaque patient, pas seulement comme un cas clinique, mais comme quelqu'un qui porte des histoires,
des souvenirs, des forces invisibles. J'ai aussi commencé à écouter davantage les familles, à respecter cette voix silencieuse qui accompagne souvent les couloirs, parce que j'ai appris que, aussi clair que soit dans les chiffres, il existe une dimension de la vie que la science n'arrive pas encore à mesurer. Cet impact m'a également fait repenser à la propre définition d'être médecin. Nous ne sommes pas seulement des techniciens appliquant des procédures. Nous sommes témoins de moments où la vie se révèle dans sa forme la plus fragile et, en même temps, la plus puissante. Nous sommes des intermédiaires entre la science et le mystère. Et je sais que cette perception n'a pas été seulement la mienne. Les collègues qui étaient présents cette nuit-là en parlent encore aujourd'hui. Certains disent qu'ils se sont mis à prier avant chaque service, d'autres qu'ils ont trouvé plus de patience pour faire face à des familles désespérées, parce qu'ils ont compris que, parfois, c'est précisément la foi de ces personnes qui soutient le combat que nous menons à l'intérieur de l'unité de soins intensifs. Au fond, ce qui est arrivé à M. Augusto fut bien plus qu'une guérison. Ce fut une leçon collective, un rappel que la médecine est immense, mais qu'elle n'est pas absolue. Un appel à ne jamais oublier que, derrière chaque protocole, il y a une vie qui peut surprendre. Et moi, personnellement, je ne fus plus jamais le même après cette nuit. Les jours se transformèrent en semaines, et le cas de M. Augusto cessa d'être seulement un épais dossier dans l'unité de soins intensifs pour devenir un symbole vivant au sein de l'hôpital. Chaque professionnel qui passait devant son lit portait dans son regard un mélange de respect et d'admiration. C'était comme si tous savaient, en silence, qu'ils étaient devant quelqu'un qui avait franchi la frontière entre la vie et la mort, et qui était revenu. Sa récupération fut lente, marquée par des hauts et des bas, mais à chaque obstacle surmonté, la foi de tous se renforçait. Je me souviens du jour où nous avons pu retirer le tube de ventilation. Mécanique, il respirait avec difficulté, mais par lui-même. À cet instant, la salle s'emplit d'une joie discrète, presque contenue, comme si personne ne voulait briser la solennité de la scène. Son épouse lui tenait la main, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle murmurait « Tu es revenu vers nous ?» Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de tous ceux qui étaient présents, parce qu'en effet, il était revenu, non seulement pour sa famille, mais pour nous tous qui avions été témoins de sa lutte. Avec le temps, M. Augusto recommença à parler davantage, à interagir, à retrouver une conscience pleine. Une des premières conversations que nous eûmes me marqua profondément. Il me dit, d'une voix faible, « Par moments, j'ai eu l'impression d'être ailleurs. J'ai entendu vos voix, mais surtout, j'ai senti une présence sereine qui me disait que j'avais encore quelque chose à accomplir ici. » Ces paroles ne figurent pas dans les rapports médicaux. Elles ne sont pas des données qui puissent être jointes à un examen. Mais pour moi, elles furent plus marquantes que n'importe quel graphique ou résultat de laboratoire. Dans l'hôpital, son cas commença à être évoqué dans les conversations informelles, les réunions d'équipe et même dans les enseignements aux jeunes médecins. Il devint une référence non pas comme exemple technique, mais comme rappel humain. Moi-même, je racontais cette histoire chaque fois que je voyais un interne se décourager face à un sentiment d'impuissance. Je leur disais « N'oubliez jamais qu'il existe des situations où l'inattendu peut arriver. Faites tout ce que la science exige, mais ne perdez jamais la capacité de croire qu'autre chose peut intervenir. » Ce fut une nouvelle façon de voir la médecine. Être médecin n'est pas seulement appliquer des protocoles, c'est, avant tout, être présent à la frontière entre la vie et la mort, accompagner les patients et leurs familles dans cette traversée incertaine. Souvent, notre rôle n'est pas seulement de lutter avec des techniques, mais de soutenir l'espérance quand plus personne n'y parvient. Et, peut-être, c'est là le plus grand héritage de l'histoire de M. Augusto. Il nous rappela que l'espérance est aussi essentielle que n'importe quel médicament. Son épouse y a cru, ses enfants y ont cru, et peut-être fut-ce cette foi qui, d'une certaine manière, soutint le combat jusqu'à ce que quelque chose de plus grand se produise. Je sais que, pour certains, cela peut sembler être une coïncidence, mais pour nous qui étions dans cette salle, il était impossible de nier. Nous avions été témoins de quelque chose qui dépassait la logique, et l'impact de cet événement nous accompagne encore aujourd'hui. Chaque fois que nous entrons dans une unité de soins intensifs, chaque fois que nous nous retrouvons face à la ligne ténue qui sépare la vie de la mort. Le cas de M. Augusto ne fut jamais oublié. Il ne devint pas seulement une histoire de survie, mais un tournant. Pour la famille, ce fut un nouveau départ. Pour l'équipe, une renaissance de la foi. Pour moi,
une cicatrice invisible, de celles qui ne font pas mal, mais qui rappellent chaque jour que la médecine n'est qu'une partie de l'équation de la vie. Et maintenant, en partageant cela avec vous, je sens que cette histoire prend encore plus de sens, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un souvenir à moi. C'est un message pour tous ceux qui, à un moment donné, se sont retrouvés face à l'impossible. Monsieur Augusto survécut. Quelques jours plus tard, il quitta l'unité de soins intensifs pour rejoindre la salle commune, sous les applaudissements de l'équipe qui avait été témoin de son parcours. Ce n'était pas habituel de voir cela. Médecins et infirmiers se réunissant spontanément pour accompagner la sortie d'un patient. Mais ce jour-là, tout le monde était là. Non pas seulement pour enregistrer une victoire de la médecine, mais pour reconnaître un miracle sous nos yeux. Joe lui rendit visite peu avant sa sortie. Il était plus fort, marchant lentement mais fermement. Quand nous nous sommes quittés, il serra ma main et dit « Docteur, merci de ne pas avoir abandonné. Je sais que la science est allée jusqu'à un certain point, mais quelqu'un là-haut a décidé que je devais continuer. » Ces mots résumèrent tout. Il reconnut la lutte de l'équipe, mais il pointa aussi vers ce que nous avions tous ressenti, la présence de quelque chose de plus grand qui entra en scène quand il n'y avait plus rien à faire. Et c'est pour cela que je partage cette histoire avec vous. Non pas pour transformer cette chaîne en un espace de miracle ou pour nier la science, mais pour rappeler que, oui, la vie est pleine de mystères, que la médecine, aussi avancée soit-elle, n'est pas détentrice de la vérité absolue, et qu'il existe des moments où l'impossible devient réalité devant nous. Peut-être que vous, qui regardez, avez déjà vécu quelque chose de semblable, un diagnostic qui paraissait définitif, une situation où l'on disait qu'il n'y avait pas d'issue, mais qui, d'une façon ou d'une autre, s'est transformée. Si cela vous est déjà arrivé, ou même à quelqu'un de proche, écrivez-le dans les commentaires. Partagez votre expérience car des histoires comme celle-ci ont le pouvoir d'inspirer d'autres personnes. Maintenant, j'ai besoin de votre aide pour que ce message atteigne encore plus de monde. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est essentiel pour que YouTube comprenne que ce contenu mérite d'être diffusé. Et je veux vous demander quelque chose de spécial. Écrivez en dessous la phrase « Je crois au miracle ». Chaque commentaire compte et votre participation peut être exactement ce qui fera que quelqu'un, de l'autre côté de l'écran, recevra cette histoire au moment où il en a le plus besoin. Mais ne pensez pas que c'est la seule histoire que je porte en moi. Il en existe d'autres, tout aussi marquantes, qui montrent jusqu'où la science peut aller et jusqu'où la vie peut nous surprendre. J'ai préparé une prochaine vidéo qui va vous toucher d'une manière différente, révélant quelque chose auquel vous n'aviez peut-être jamais pensé. Alors, dès que celle-ci se termine, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je vous garantis, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite, parce que si cette histoire vous a montré que des miracles peuvent se produire, la prochaine vous prouvera que la vie garde encore plus de secrets que nous ne l'imaginons.